Si pour certains l'Australie est aujourd'hui un pays à fuir à cause de toutes les bêtes qui y vivent, petites ou grosses, pour les scientifiques, elle reste une terre de fascination et d'émerveillement depuis le XVIIIe siècle. Des personnalités que l'on retrouve aujourd'hui dans les noms donnés à de nombreux sites naturels australiens. En octobre 1800, Nicolas Baudin, militaire considéré comme l'un des meilleurs marins de son époque, mais aussi naturaliste passionné, quitte le port du Havre avec Charles-Alexandre Le Sueur, François Perron, les frères Fraissinet et tant d'autres. Direction l'Océanie et la Nouvelle-Hollande. Après avoir sillonné l'océan Indien, l'expédition explore pendant 3 ans l'Australie, la Tasmanie et Timor, jusqu'à atteindre Port Jackson, l'actuel Sydney. Leurs navires, le géographe et le naturaliste, reviennent finalement en Normandie en 1804, remplis d'espèces exotiques, de cartes et de dessins par milliers. Au XVIe siècle, certains marins hollandais, comme Tasman, recensent certaines îles de l'Océanie. Il faut attendre 1770 et James Cook pour que l'Australie devienne une colonie sous couronne britannique, très vite destinée à être une colonie pénitentiaire. En parallèle, la richesse exotique qui s'y trouve motive bon nombre de scientifiques, dont fait partie Nicolas Baudin, bien que son expédition soit aussi officieusement chargée par Napoléon de se renseigner sur les activités anglaises. Journal de bord de Nicolas Baudin, juin 1801. Sur le rivage se trouvait un gros arbre, patriarche vénérable de ce bosquet. Son tronc blanchâtre incliné sur les flots se prolongeait majestueusement au-dessus d'eux, de telle sorte qu'avec les rameaux plus horizontalement étalés, il paraissait former une espèce de terrasse au-dessus de la rivière. Cet arbre remarquable par son âge, la disposition de ses rameaux, l'inclinaison de son tronc, cet arbre, dis-je, semblait avoir été élégamment orné. Non seulement il avait été blanchi comme les autres, mais encore son tronc et ses principaux rameaux avaient été décorés de guirlandes, de cette herbe légère dont le banc de gazon était formé. La rivière servait de borne au bocage, en ajoutant encore à l'intérêt du spectacle, à sa variété, à son étendue. Ses ondes fraîches et limpides, mollement épanchées sur le gazon, son cours prolongé jusqu'à la mer, les poissons nombreux qui se jouaient à sa surface et dans son sein, la végétation plus active qui couvrait ses deux bords, tout dans ce lieu simple et charmant semblait à l'envie, conspirer à développer les douces affections du sentiment et du cœur. Comme avec plaisir, je m'abandonnais quelque temps aux réflexions qu'un tel endroit devait naturellement inspirer. Ce lieu charmant, me disais-je à moi-même, est consacré sans doute à quelque mystère public ou particulier. Le culte des dieux en serait-il l'objet ? C'est de la rivière et des marais qui l'abordent que les habitants de ces parages tirent en grande partie les aliments nécessaires à leur subsistance. Nouveaux Égyptiens, sans doute, la reconnaissance aura dû leur inspirer une vénération pareille pour le fleuve qui les nourrit. C'est sur ces bords qu'ils viennent à des époques déterminées et solennelles lui payer le tribut de leur hommage et de leur reconnaissance. Cette description de Nicolas Baudin, une parmi des dizaines, montre à la fois l'intérêt scientifique, voire ethnographique de l'expédition, mais aussi la teinte romantique des écrits du XIXe siècle, où le travail savant se mêle à une approche sentimentale de la nature. Si la biodiversité constitue une grande part des recherches, la découverte et le contact avec de nouveaux peuples sont aussi un enjeu des expéditions, parfois davantage à des fins commerciales, voire colonisatrices que scientifiques. Les voyages se multiplient, offrant de plus en plus d'opportunités aux potentiels intéressés. Dans cette perspective, le naturaliste havrais, Charles-Alexandre Le Sueur, né en 1778, saisit l'occasion et devient à 21 ans le dessinateur officiel de l'expédition de Baudin vers les terres australes. On a tous, dans notre imaginaire, toute la richesse, parfois déconcertante, de la biodiversité australienne. Eh bien, s'y sont aujourd'hui conservés des paysages havrais ou exotiques de Charles-Alexandre Le Sueur, les croquis et aquarelles réalisés par ce dernier de l'Océanie regorgent aussi de tous ces animaux, devenus emblématiques, mais encore très mal étudiés, voire inconnus à la fin du XVIIIe siècle. Tortues, émeus, dauphins, ornithorynques, kangourous ou wombats, voilà, entre autres, ce que rapportent les travaux du naturaliste havrais en France et en Europe. Parmi ces observations, les différentes espèces de méduses sont représentées sur le papier avec une finesse délicate, suivant toutes les ondulations des tentacules. Les planches donnent l'impression de les voir dans leur élément, l'eau, avec toute la grâce de leurs mouvements et toutes les nuances bleutées de leur transparence. Presque comme une photographie, on peut sentir la légèreté du flottement des méduses dans ces dessins, tout autant objet de la science qu'œuvre artistique. Enfin, les populations locales, comme les femmes et les hommes aborigènes, peu vêtus et parfois tatoués, suscitent aussi la curiosité des Européens. Le XVIIIe siècle est celui des expéditions scientifiques et des sociétés savantes,
qui initie l'exploration naturelle du monde. De Buffon à Darwin, les sciences physiques s'épanouissent. De l'astronomie à la botanique, en passant par la chimie et la zoologie, de nombreux navigateurs, comme Lapérouse, Humboldt ou Bougainville, partent dans ce contexte à la découverte de faune et de flore inconnues. Les cales de leurs navires étant remplis d'échantillons divers et variés d'une biodiversité qui s'y entasse sur des étagères. Le succès scientifique de l'expédition de Baudin et de Le Sueur est immense et présente une extrême richesse des espèces. Certains chercheurs ont pu dire que cette expédition a contribué à doubler la connaissance humaine de l'époque sur les espèces animales et végétales. Pour approfondir sur ce sujet, vous pouvez retrouver quelques rares ouvrages sur le travail de Charles-Alexandre Le Sueur ainsi que certaines de ses œuvres en ligne, notamment sur le site du Muséum d'histoire naturelle du Havre, dont une partie des collections est constituée de ces derniers. Nous avons aussi l'ouvrage qui se nomme Australie-Le Havre, l'intimité d'un lien, 1801-2021, qui a été publié par le Muséum où l'on retrouve de nombreuses illustrations. Merci de nous avoir écoutés. Pour le dernier podcast, nous nous attarderons sur la naissance d'une ligne de voyage mythique du 19e siècle, celle des transatlantiques Le Havre-New York.